Et donc bienvenue tout le monde pour la 6e table ronde sur le réemploi, donc organisée par le GPV représenté par Oriane Homé et l'Ordre des architectes représenté par moi-même, Boris Delafoulouse. Et je te laisse après introduire le reste de la table ronde. Bonsoir à toutes et tous. Alors quand on a travaillé sur cette édition, il y a plein de questions qui nous sont venues. Et la première, c'est en fait, qu'est-ce que c'est le réemploi dans le paysage ? Grande question. On s'est demandé s'il fallait lever les yeux sur nos bâtiments pour savoir quelles ressources on allait utiliser. On s'est demandé aussi c'est quoi le réemploi visible et c'est quoi le réemploi invisible. Et puis il y a une évidence qui est un peu sortie en discutant toutes ensemble, parce qu'on est surtout un public des intervenantes féminines ce soir. Désolée Boris, tu es en minorité. On s'est dit qu'en fait le point de départ c'était peut-être sous nos pieds et se demander ce qu'on allait faire du sol dans l'économie circulaire et se demander si on allait le réemployer ou tout simplement si on allait aussi le préserver. Voilà. Donc ça, c'est des questions qui sont posées et qu'on va amorcer dans cette rencontre-là. Parce que le réemploi, c'est peut-être tout ça à la fois, toutes ces questions et toutes ces réponses. Et donc, le réemploi dans l'aménagement et le paysage, quels réflexes, quelles ressources ? On a plusieurs exploratrices ce soir qui vont nous en parler et nous aider à nourrir les réflexions pour nous expliquer comment elles font, quels sont leurs points de départ de réflexion, et puis aussi nous montrer les différentes approches de projet à travers des choses très concrètes. Et on va ouvrir le bal avec Marina Tonon de la Fédération française du paysage et également paysagiste, et Aurélie Larangera du bureau d'études NeoEco, que vous connaissez bien maintenant si vous nous suivez, qui est spécialiste en économie circulaire. Et vous allez faire une analyse et un dialogue croisé sur l'enquête qui a été lancée il y a quelques mois, notamment par la FFP et le GPV, sur le réemploi dans le paysage, pour nous éclairer sur les pratiques de la profession. Donc je vous laisse la parole et je vous présenterai après nos 3 autres intervenantes qui viendront présenter leur projet. Marina ? Merci. Bon, tout d'abord un petit clin d'œil au lombric qui illustre tout à fait les cycles de la matière qu'on peut trouver dans le paysage, dans le jardin, avec lesquels on travaille tout le temps et sur lesquels repose notre pensée. Le lombric, cet intestin de la terre, comme le disait Aristote. Donc, lorsque le GPV et l'Ordre des architectes sont venus nous voir pour nous proposer de faire un événement avec eux sur le réemploi, ça faisait complètement sens à notre démarche traditionnelle en paysage. Donc, on vous remercie. Voilà. Donc, pour défricher le sujet, comme tu l'as dit, Oriane, on s'est posé la question d'où on part, avant de se dire vers où on va, d'où on part. Et donc, on a eu l'idée de faire ce questionnaire qui a permis de nous donner une photographie de aujourd'hui, comment est pratiqué le réemploi au sein des paysagistes. Les réponses sont valables, je dirais, aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques mois, dans un an, les réponses évolueront. Donc, tout d'abord, le portrait des répondants. Donc, on a eu à peu près 25% de réponses, ce qui est pas mal. Et comment se définissent les paysagistes aujourd'hui par rapport à cette pratique ? Donc, une minorité s'estime expert, un petit groupe curieux, reste à savoir comment on définit ces curieux, et une grande majorité de débutants. Pourtant, à travers les différentes réponses, on voit qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui sont pratiquées aujourd'hui, qu'elles apportent, qu'elles permettent de développer un certain nombre de compétences, mais qu'elles ne constituent pas encore un savoir-faire, on va dire. Voilà, on est vraiment dans l'exploration, dans une exploration de la démarche. Donc, on est sur une pratique émergente. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des compétences à développer sur ce sujet. Donc, pour poursuivre l'analyse, on vous propose de s'attarder sur 5 thématiques, sur 5 des questions parmi la dizaine de questions qu'on a posées. Alors, on vous a demandé de définir ce qu'était le réemploi. Donc, plusieurs les mots dominants qui sont apparus, donc qui revenaient souvent. Donc on avait le site, ressources, plateforme, valoriser, seconde vie, transformer, nouvel usage, éviter les déchets, sobriété, économie circulaire. Et parmi tous ces mots, on en a quelques-uns qui étaient un petit peu différents. Il y avait le mot de diagnostic, changement de paradigme,
et nouvelles méthodes de travail. Et ça, ces mots, ils témoignent en fait d'une nouvelle démarche à mettre en place, qui reste à acquérir et à développer. Donc pour nous éclairer, on va demander quelques repères à NeoIco. Donc effectivement, on parle beaucoup de réemploi d'une façon assez générale et peut-être pas toujours à bon escient. Donc, je vous propose du coup, pour redéfinir clairement les termes et bien se comprendre, de se baser sur le code de l'environnement et principalement du coup sur le diagramme du mode de traitement des déchets, donc qui présente la hiérarchisation de ces modes, en commençant tout d'abord par la prévention. Avant même le réemploi, la première étape, c'est évidemment de se poser la question, est-ce que vraiment il y a besoin, enfin on peut éviter de générer un déchet. Donc ça va être toutes les actions de prévention qu'on peut faire. Par exemple, est-ce que en termes de terrassement, on peut diminuer la profondeur de terrassement? Est-ce que on peut conserver au maximum des végétaux qui sont déjà sur site? Voilà, donc la prévention, c'est vraiment la première étape. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on va regarder ce qu'on peut vraiment réemployer. Par réemploi, on entend vraiment le réemploi d'un produit pour un même usage que celui pour lequel le produit a été conçu. Un exemple, un pavé qu'on va déposer et réemployer en pavé. On ne change pas le matériau, on ne change pas son usage. Si on ne peut pas réemployer, on va se poser la question de réutiliser. Et c'est là où des fois la nuance est peut-être floue pour beaucoup. Par réutilisation, on entend vraiment un usage détourné. On va réutiliser donc un produit, mais pour un autre usage. Si je prends l'exemple d'une bordure, on va déposer cette bordure, qui servait donc de bordure initialement, et qui a été conçue pour cet usage, et on va l'utiliser, je ne sais pas, pour une lisse basse, où on va la découper pour faire des pas japonais, voilà, par exemple, de réutilisation. Une fois qu'on a étudié ces possibilités de réutilisation ou non, là ensuite on peut envisager de se dire on va essayer de recycler ces produits, ces matériaux. Et là du coup dans le recyclage, on n'est plus sur des produits, on est sur des matériaux qui deviennent du coup des déchets. Et par recyclage, on entend du coup toute action qui va venir vraiment transformer la matière. Donc on va avoir par exemple des terres excavées qu'on va cribler, du béton qu'on va concasser, cribler. Là, on est vraiment sur une action de recyclage, on transforme la matière. Après le recyclage, si on ne peut pas recycler, on va... Si on ne peut pas recycler, on va se pencher sur du coup l'autre option qui est, vous avez compris, hein, plus on va en bas du diagramme, moins c'est favorable, vers la valorisation énergétique. Donc on va pour le coup se diriger vers des centres qui vont brûler les matériaux, les déchets, et on va quand même essayer de récupérer l'énergie produite par l'incinération du coup de ces déchets. Et enfin, si vraiment on n'a pas eu d'autre choix, il reste des déchets qu'on a pu orienter dans aucune de ces catégories. On va se diriger vers l'élimination. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. On est sur du stockage, du coup. Okay. Autre aspect qui nous a intéressés, c'est de savoir qui déclenche la démarche aujourd'hui en paysage. On voit qu'en bâtiment, c'est pratiqué de façon plus développée, on va dire. Et donc on vous a demandé quels étaient les déclencheurs. Vous avez le diagramme. Et en fait, on a été assez surpris de voir qu'en majorité, c'était les maîtres d'œuvre eux-mêmes. Et même si les maîtres d'ouvrage représentent déjà une part importante, mais la plus grande majorité, ce sont les maîtres d'œuvre. Donc ça nous a interrogés. Donc en creusant un petit peu les réponses, on a vu qu'effectivement la position du maître d'œuvre, elle est intéressante parce qu'en fait, lorsqu'on trouve une ressource et qu'on est à la conception, on va s'en saisir. Mais donc actuellement, on voit que la pratique en paysage, elle est plutôt spontanée et plutôt un petit peu hors cadre. Alors que le contexte bâtimentaire a un cadre. Donc on peut se poser la question, quel est le cadre aujourd'hui concernant le réemploi pour le bâtiment, mais surtout aujourd'hui pour le paysage? Effectivement, il y a un cadre réglementaire qui est peut-être encore
méconnue et qui pourtant date un petit peu. Je peux te laisser. Vous allez retrouver du coup la première loi qui est alors la première, on va pas le faire dans l'ordre mais c'est pas grave. La loi AGEC qui elle date quand même de 2020 et qui précise du coup un pourcentage des objectifs de valorisation. Alors, je vais bien employer les mots, des pourcentages de réemploi dans un premier temps, donc fixés à hauteur de 5%. C'est un pourcentage donc exprimé en coût annuel de fourniture, 5% de coût annuel pour du mobilier urbain de réemploi. Et il y a un deuxième seuil qui est de 30% sur le mobilier urbain intégrant des matières premières recyclées. Deux informations quand même importantes pour compléter, c'est que ces seuils sont évolutifs dans le temps. Les 5% sont jusque 2040, actuellement en tout cas prévu par la loi AGEC. Par contre, le seuil des 30%, il s'agissait de l'objectif 2024 de 20%. Pour 2027, de 30% de mobilier urbain intégrant des matières premières recyclées. Et en 2040, ce seuil monte à 40% du coût annuel. Donc ça, c'est quand même à avoir en tête. Et autre précision, sur le mobilier urbain, c'est très large comme terme. Quand on parle de mobilier urbain, il y a le mobilier urbain fonctionnel, de sécurité, récréatif, etc. Donc ça concerne toute une large typologie de mobilier. Il faut savoir que la loi AGEC, via du coup son décret d'application, précise 7 typologies uniquement, j'ai envie de dire, sur toutes celles existantes pour lesquelles ces objectifs doivent être respectés. Je peux peut-être en citer quelques-uns, mais voilà, jardinière, abribus, abri vélo par exemple. Ça fait partie des typologies concernées, bancs, tables, etc. Et juste pour finir du coup aussi la seconde loi, ce qu'il faut surtout retenir, donc c'est la loi transition énergétique pour la croissance verte qui elle date quand même de 2015 et principalement à retenir c'est le pourcentage pour le coup de matériaux pour la construction ou la réfection de voiries par exemple doivent intégrer en couche d'assises 20% de matériaux ou produits issus du réemploi, du recyclage et 30% en couche de roulement. Et donc voilà, ça c'est le cadre réglementaire, législatif. Voilà, à titre d'information, je ne vais pas développer plus pour l'instant, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de maîtrises d'œuvre qui commencent à apprendre ce sujet un peu plus à bras le corps en fixant des objectifs dans leur feuille de route, des objectifs précis et pour certaines qui sont même plus ambitieux que la réglementation. Donc c'est aussi un moyen de pousser à développer les pratiques. Parfait, merci pour ces précisions. Ça fait la transition avec la question suivante pour nous qui était quels sont les matériaux qu'aujourd'hui on utilise en réemploi. Et dans les réponses, donc vous les voyez à l'écran, on a une première catégorie qui sont des matériaux assez bruts, on va dire, qui sont finalement les matériaux traditionnels du paysage, les bordures, la pierre, la matière organique, les pavés, le bois. Et il y avait une deuxième série de réponses qui était moins citée, mais qui était quand même présente, tout ce qui était métal, jeux et végétaux. Et en fait, on s'est dit que certainement, c'était lié aussi aux nécessités de transformation, de logistique, de déplacement, qui font que ça rend la tâche moins facile, mais que donc on a un travail à faire, nous, de progression sur ces deux domaines-là pour pouvoir élargir la palette des matériaux utilisés. Mais peut-être aussi, on a besoin de mieux connaître les mécanismes de circulation de ces matériaux, puisque aujourd'hui, les paysagistes, je ne l'ai pas mentionné, mais on raisonne surtout à l'échelle du site. Hein, la ressource, elle se retrouve à l'échelle du site. Et donc, c'est peut-être aussi un facteur limitant. Donc, peut-être que tu peux nous éclairer sur les mécanismes. Effectivement, les réponses sont assez logiques et cohérentes avec ce qu'on peut constater nous en tant que bureau d'études. C'est des matériaux qui sont les plus faciles, je vais quand même le dire comme ça, à réemployer et surtout ceux qui sont de plus
pour le coup des pratiques qui se font depuis un certain temps. Je pense notamment aux terres et aux pavés. C'est assez logique sur les autres matériaux que ce soit moins fréquent. Je le disais du coup, les démarches du coup de réflexion, de conception, d'intégration du réemploi dans les projets, c'est quand même assez récent. Et du coup, d'autres matériaux, typiquement le mobilier urbain dont j'ai parlé juste avant, sont des produits sur lesquels qui sont un peu plus complexes en termes de logistique, en termes potentiellement de dépose, qui posent des questions aussi de normes. Les normes d'il y a 15 ans, 20 ans, en termes de structure de jeu par exemple, ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, donc le réemploi n'est pas forcément si aisé, en tout cas en tant que tel. Les normes aussi d'accessibilité par exemple. Donc tout ça fait qu'il y a toute une catégorie effectivement de mobilier, de matériaux, de produits qui sont moins facilement, alors pas pour autant pas du tout réemployables, mais qu'il faut appréhender un peu différemment et qu'il faut anticiper dans la conception des projets. Et donc la première étape, je dirais, importante, c'est vraiment de réaliser un diagnostic qui va permettre en fait de faire un état des lieux au sein d'abord du projet. Qu'est-ce qui est en place, qu'est-ce qu'on a à disposition, en quelle quantité, dans quel état. Est-ce que ces matériaux, ces produits répondent aux normes actuelles déjà ou pas. Et ensuite, en fonction de cet état des lieux, on va pouvoir élargir le scope et se dire, si j'ai pas les matériaux, les produits disponibles sur mon chantier, où est-ce que je peux les trouver? Et donc commencer à réfléchir à sourcer via d'autres projets, ce qui implique d'autres choses à anticiper. Est-ce que les temporalités vous correspondent? Est-ce qu'il y a besoin de reconditionner les produits et les matériaux? Est-ce qu'il y a besoin de les requalifier? Peut-être juste repréciser sur les termes du coup, que j'utilise, mais reconditionner, c'est vraiment avoir besoin de remettre en état, prendre un banc en bois et le réutiliser tel quel. Il peut y avoir besoin de le reponcer, de le repeindre, de le retraiter, etc. par exemple. Et requalifier, on va plutôt être là proche de ce que j'ai dit auparavant sur la réutilisation. On va détourner un petit peu potentiellement l'usage. Donc voilà, on va pouvoir élargir le scope du sourcing finalement en fonction déjà de la connaissance de ce qu'on a actuellement sur le projet. Ça fait la suite logique avec la question de l'origine des ressources actuellement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour l'instant, la première réponse, ce sont les opportunités de la maîtrise d'œuvre liées finalement au site. Ensuite, ce que met à disposition le maître d'ouvrage, les plateformes, mais qui arrivent qu'en troisième position. Elles ne sont pas forcément connues dans le circuit de la démarche paysagère. Puis les fournisseurs spécialisés, qui n'arrivent qu'en quatrième position. Et enfin, associations et divers. Donc là, finalement, la diversité de ces réponses montre que cette étape, elle n'est pas organisée actuellement dans nos démarches, ou alors elle s'est méconnue, et que à travers tes réponses, on voit qu'avec de la méthode, en fait, on peut arriver à beaucoup mieux identifier cette ressource et donc à progresser sur ce point. Donc là, on voit qu'on a certainement un point à travailler sur la méthode, comment bien identifier la ressource. Voilà. Donc, comment trouver la ressource ? Donc oui, effectivement, il y a une méthodologie en fait à anticiper, parce que plus tôt on va commencer à se poser la question dans le projet de quel typologie de matériaux on a à disposition ou pas, et donc du coup de réfléchir au sourcing, plus ce sera facile d'intégrer ça dans le projet. Clairement, il y a encore la filière. Beaucoup de filières sont encore en construction. On peut faire l'analogie assez facilement avec le réemploi dans le bâtiment il y a encore quelques temps. Il y a tout un cheminement en fait, et l'ensemble, il faut pour que ce soit aussi plus aisé et qu'on puisse avoir recours de façon plus régulière et je dirais de façon plus massifiée au réemploi. Il faut que tous les acteurs et tous s'enchaînent et donc se structurent, que ce soit de la logistique, que ce soit aussi au niveau des acteurs, tu le disais, ils apparaissent plutôt en dernier, ou en tout cas
pas en tête de liste. Et effectivement, parce qu'aujourd'hui, typiquement, par exemple, sur le mobilier urbain, il y a quand même assez peu d'acteurs qui sont suffisamment structurés pour proposer du mobilier de réemploi à grosse échelle. On va dire souvent, il s'agit soit d'éléments transitoires sur un projet, voilà, où des éléments vont rester 3 ans, 4 ans, 5 ans, soit ça reste anecdotique en termes de proportion sur les projets. On va parler d'un ou deux éléments, de quelques mètres linéaires, etc. Et donc, il y a vraiment un cap à passer pour massifier ces pratiques et massifier le réemploi. Donc là, vous avez quelques exemples sur les territoires. Alors, c'est pas exhaustif, pas vexer ceux qui se répètent dessus, mais c'est vraiment que des exemples. Vous avez l'officine du réemploi, typiquement, qui a quand même qui a un bon sourcing en termes de bois et qui commence à être et qui est très intéressé, qui est moteur vraiment sur le sujet. Vous avez Sans Détour, qui est pas très local pour le coup, mais qui n'est pas si loin que ça de nous, et qui est un acteur qui commence à avoir pas mal de retours d'expérience pour le coup sur le mobilier urbain en bois de réemploi. Et puis on a mis Métamo, eux ils sont situés vers Toulouse et ils commencent aussi à avoir un retour d'expérience et un sourcing assez intéressant plutôt sur l'aspect métal. Il faut savoir que là on parle de plateformes, enfin de fournisseurs plutôt physiques. Il y a aussi quand même des plateformes numériques. Aujourd'hui, elles sont quand même plus nourries par les produits et matériaux du bâtiment, mais la vocation justement et l'intérêt de tout ce qu'on a pu dire avant, que ce soit la réglementation, la volonté des MOA, etc., et l'implication de chacun va permettre, par le biais de prescriptions et de développer l'intégration du réemploi dans les projets, de massifier et de mieux orienter les produits les produits et matériaux pour éviter peut-être que ça finisse en recyclage quand ça pourrait être réemployé et donc que ça atterrisse sur ces plateformes pour que ce soit aussi plus facile. Donc voilà, on voit que tout le monde a envie de progresser sur le sujet. Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc on avait un dernier volet sur les leviers de progression et les outils qui permettent de nous dessiner une feuille de route. Et donc parmi les réponses, voilà les étapes, les points qui vous semblaient le plus important et sur lesquels on va s'attacher étaient d'une part effectivement mieux savoir identifier la ressource. Donc ça c'est un point sur lequel on va travailler. Comprendre la réglementation. Donc là, on a eu des premiers éléments. Avoir un appui technique sur mieux connaître les solutions techniques. Donc, à voir sous quelle forme d'atelier ou autre on pourra travailler ce point-là également. Et puis, mieux connaître les appuis techniques particuliers, comme faire appel à un AMO, réemploi, on n'en a pas trop parlé, ou des bureaux d'études spécialisés. Donc, ça, c'est les leviers. Et sur les formats, on va explorer. Vous avez demandé des visites, des outils de retour d'expérience qui pourraient être mobilisés assez facilement par tout le monde, des rencontres techniques, des conférences. Donc voilà, on travaille à la mise en place, nous, d'une feuille de route sur cette thématique à long terme, qui va durer dans le temps. Et on annonce déjà, alors qu'on n'a pas fini aujourd'hui, mais une prochaine date en juin sur le sujet à laquelle on voudrait également élargir le sujet. Voilà. Merci Marina et Aurélie. Donc on est au début, si on comprend bien. Vous avez envie d'aller plus loin. Il faut qu'on travaille ensemble et on va parler de ce qui se passe sur le terrain. Donc vous restez là, vous allez prendre les places de nos 3 prochaines intervenantes. Donc, qui sont Laurence Knebel, qui est directrice de la mission espace public au sein de la Direction générale des territoires de Bordeaux Métropole, Claire Gillot, de l'agence de paysage Exit, et Jeanne Faure, qui arrive aussi de l'Atelier des possibles, architecte mais paysagiste de cœur. C'est un peu ce que tu nous as dit. Et on va commencer justement avec Jeanne, si tu peux commencer à parler de ton parcours et puis qu'est-ce qui t'en a fait à arriver à ta pratique aujourd'hui, notamment via l'urbanisme tactique. Donc je te laisse présenter. Merci. D'abord, je suis impressionnée. Le sujet du réemploi dans le paysage, effectivement, vous l'avez bien introduit, c'est un sujet qui nous a beaucoup questionnés, nous, en tout cas au sein de l'Atelier des possibles. Notamment, on l'a entendu au début sur la question qui nous posait qui nous questionne beaucoup, c'est les matériaux inertes versus les matériaux organiques et vivants. Et donc, au sein de nos projets, ça nous a
émergé plein de questions. Donc on a répondu à ce questionnaire avec toutes ces envies de participer, de continuer à explorer. Et au travers de mon parcours, on m'a demandé quelles étaient mes méthodes. Alors, on n'a pas de méthode, en fait, vraiment. Et donc, c'est vrai que peut-être en passant par ce parcours qui m'amène, en tout cas, à travailler en paysage tactique, ça peut peut-être donner des clés de comment on s'est orienté petit à petit sur notre travail. Donc, l'Atelier des possibles, on est une agence spécialisée en paysage tactique. Ce qu'on entend dans le mot paysage tactique, c'est effectivement de travailler sur la base de la co-construction d'une trame narrative que l'on construit avec les usagers et les citoyens sur place, qui sont donc les premiers usagers du site, et sur la base du déjà là, et donc du territoire vivant sur lequel on pose ses pieds. Et dans le déjà là, on peut y mettre beaucoup de choses, et la question de l'économie circulaire en fait évidemment partie. Donc moi, je suis architecte de formation, designer urbain, et donc j'ai plutôt travaillé dans l'espace public, et j'ai amorcé mon travail avec mon TPFE en fait sur l'espace de Santiago, une place publique à Santiago du Chili, sur l'ancien parc forestal qui a donc été reminéralisé suite à la dictature, et sur la place du citoyen, dans un espace qui était devenu un espace de la peur. Donc comment travailler sur le droit à la ville et le droit à la nature. Ces questions-là m'ont amené un petit peu à forger ma propre vision de comment travailler sur l'espace public, et de mettre au cœur de la réflexion le citoyen et ce qu'on a sous nos pieds, et comment déminéraliser, décrouter, en le faisant de façon co-construite. Ensuite, donc, j'ai travaillé 10 ans à Montréal, où j'ai cofondé une coopérative de travail, donc spécialisée en paysage tactique. On voit une image derrière d'un projet de test de piétonisation d'une rue. Donc, ce qui nous a aidé en fait à poursuivre nos expérimentations et un peu affiner ce travail en paysage tactique, c'est que les politiques montréalaises nous ont accompagnés en mettant en place des leviers en fait politiques, nous permettant de tester la transformation de nos espaces publics. Donc avec des processus de travail sur des ruelles vertes, donc des processus citoyens, c'est-à-dire remettre le citoyen au cœur de la ruelle, et comment déminéraliser, revégétaliser, et notamment un grand programme qui est porté par la ville de Montréal qui s'appelle le PIRPP, Programme d'implantation des rues piétonnes et partagées, auquel on a répondu, et ces programmes nous permettaient de tester sur 3 à 5 ans la transformation d'une rue vers un espace plus piéton et plus végétalisé pour notre part. C'est ce qu'on portait. Et ce principe de faire avec les citoyens, ce qu'il y a en place, parce que qui dit urbanisme tactique ou paysage tactique, c'est peu de moyens, essayer les choses sans trop bouger les lignes, etc. Donc ça nous a demandé d'avoir un peu de bon sens, effectivement, et déjà de regarder ce qu'il y avait sur le terrain pour faire toucher à minima les sols, parce qu'on n'a pas le droit de perforer forcément, etc. Donc un peu de bon sens et de débrouillardise nous a amené à réfléchir comment tester des choses. Donc, un exemple. Ensuite, retour en France, et puis toujours cette question de comment on fait facilement avec le déjà là. Et là, on a pris donc nos locaux au sein d'une déchetterie à Surgères qui s'appelle Cyclade, et qui a un lieu un peu expérimental, donc le lab Cyclab. Et en fait, ça, c'est un peu une de nos méthodes un peu clés qui commence un peu mieux à nous organiser, puisqu'au sein de cette cette déchetterie, en fait, il y a toute une mise en réseau avec des professionnels qui sont, comme nous, intéressés par la question de l'économie circulaire, du réemploi, de limiter l'évitement du déchet. Et donc, mise en réseau avec des menuisiers, notamment nous, on a un bureau d'études spécialisé, je vais en parler un peu après, mais en réemploi, avec qui on travaille sur les diagnostics ressources. Et puis on a commencé un petit peu à approfondir, et surtout ça nous met aussi en contact direct avec ce qui est issu du déchet, et ça nous met aussi en contact direct avec des entreprises qui souhaitent se séparer d'un certain nombre de matériaux. On travaille avec notamment les entreprises nautiques qui se débarrassent de beaucoup de choses, et donc ça nous permet d'avoir une filière en direct. On a une mise en réseau. Donc nos méthodes, on n'en a pas vraiment, mais c'est un peu, pour conclure un petit peu, on apprend en faisant, et c'est plutôt, on a essayé de se rapprocher du déchet pour mieux le comprendre aussi. Si je peux passer la parole à quelqu'un, peut-être.
Merci beaucoup. Et je vais passer à Claire du coup pour continuer aussi. Si tu peux présenter un peu ton agence, ton parcours et puis une méthode et en quoi tu intègres l'économie circulaire dans ton travail. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est super de participer avec vous tous à ce débat. Alors, une présentation très rapide pour aller directement droite au but. On est une agence de paysage tout à fait classique, installée à Bordeaux depuis 2011. Mais qui exerce depuis 2003. Il y a une petite cartographie de la répartition des projets sur lesquels on travaille. Donc, on a commencé cette agence en région parisienne, d'où cette répartition, mais on œuvre principalement dans le grand quart sud-ouest aujourd'hui. On travaille essentiellement sur des marchés publics et pour des collectivités publiques et territoriales, et comme beaucoup de paysagistes, sur des sujets qui sont très variables en échelle et aussi en type de territoire, de l'urbain au très rural, sur des études de maîtrise d'œuvre d'espace public, mais aussi sur des études de grands territoires et aussi des études relativement prospectives. J'ai mis plusieurs photos de notre équipe qui est un peu à géométrie variable, quoique de moins en moins avec l'âge. Donc on est une petite équipe d'une douzaine de personnes et on regroupe, comme souvent, une équipe finalement pluridisciplinaire qui réunit des paysagistes, mais pas que, des architectes et aussi des urbanistes. Et puis, j'ai mis cette slide pour dire que pour engager les sujets sur lesquels on va parler ce soir, ce qui est très très important, c'est aussi tous les partenaires avec qui on travaille, puisqu'on travaille rarement seul quand on est paysagiste. On travaille avec une somme de partenaires. Tu peux avancer parce que s'il y en a qui sont dans la salle et qui ne se voient pas sur la liste, ils vont être tristes. En plus, c'est sûrement les meilleurs. En tout cas, vous le savez, on travaille avec une somme de partenaires qui sont très variables et spécifiquement pour travailler sur ces questions d'économie circulaire, plus que de réemploi. On a beaucoup discuté de la question du titre, mais vous avez très bien fait l'introduction pour expliquer que c'était en fait beaucoup plus large que ça. Mais sur la question de l'économie circulaire dans le paysage, en fait, oui, ça peut être initié par nous et par nos valeurs, mais c'est surtout la réunion en fait d'experts. Et s'il fallait aussi définir une démarche, je ne crois pas qu'on ait une démarche très écrite, mais par contre, ce qu'on écrit de plus en plus au fur et à mesure, c'est la façon dont on constitue les groupements avec lesquels on travaille et le choix aussi des sites sur lesquels et des commandes auxquelles on veut répondre. On veut qu'il y ait quand même une ambition au démarrage un peu affichée, parce que déjà quand il y a une ambition, on le sait très bien, c'est pas toujours facile. Alors quand il n'y en a pas, c'est carrément difficile. Et on veut créer en fait cet écosystème de travail stimulant où chacun partage des valeurs au départ et où on est déjà dans un fonctionnement circulaire où on croise les expertises et on n'est pas du tout dans un fonctionnement classique où il y aurait un grand concepteur paysagiste ou architecte qui aurait une très grande idée sur la transformation d'un site. Et puis ensuite, derrière, on aurait une palanquée d'ingénieurs qui regarderaient comment c'est possible et puis comment ça marche, et ce que ça génère, etc. Et donc, on a l'habitude... j'ai mis cette photo. C'est un des sites. C'est le site d'un des projets assez importants qu'on mène pour Bordeaux-Atlantique sur le territoire de Bordeaux depuis 2014. Vous voyez, on est encore dedans pour au moins 6 ans.
J'ai mis cette photo parce que, et je dis, la prise en compte du déjà là, c'est la démarche intrinsèque en fait de la démarche paysagiste. Vous l'avez très bien réexpliqué, Marina, tu en as parlé. Je pense que la question de l'économie circulaire, on l'aborde de fait. Alors aujourd'hui, elle porte des noms, il y a des ambitions, on a des commandes, on doit répondre à des objectifs, c'est vrai. Mais en fait, dès le départ, on a été formé à ça, à particulièrement bien comprendre un site dans toutes ses dimensions et sur toutes ses couches. Et donc, on commence, et je montre une photo de l'existant, parce qu'il faut, quand on commence à travailler sur un territoire comme celui-là, comprendre à quoi ressemblait ce site avant que la ville s'y développe. Pourquoi ? Pour comprendre sur quel type de terre on est, pour comprendre quel est le chemin de l'eau, parce qu'on va travailler avec le vivant. Et puis ensuite comprendre comment ce socle en fait sur lequel on va devoir proposer un projet de transformation qui réponde au programme évidemment qui est développé préalablement. Quelle a été l'histoire de ce socle ? Donc on a parlé des sols, hein, c'est vrai, beaucoup vous l'avez rappelé en introduction, mais voilà, ce sol qui était en fait la Garonne avant, finalement qu'on a remblayé, avec quoi on l'a remblayé, sur quelle épaisseur, et puis ensuite on a construit des infrastructures, et puis aujourd'hui on a un projet d'aménagement à faire qui doit complètement renouveler les questions de fonctionnalité, et on n'a plus 600 € le mètre carré comme on avait quand j'ai commencé à travailler. On n'a plus qu'à peine 200 € le mètre carré sur un site très complexe avec quand même des fonctionnalités très importantes, notamment de circulation à maintenir. Et donc si on ne prend pas un temps infini à vraiment s'approprier et avoir toute la compréhension en fait, de tout ce qu'on a déjà, et aussi justement avec ce fonctionnement circulaire où on va faire travailler des ingénieurs pédologues, des ingénieurs infrastructures, etc. Enfin, une foule d'experts. En fait, on va essayer de comprendre comment chacune des contraintes qui nous empêcheraient en fait, d'installer le programme et qui nous obligerait en fait, à faire tabula rasa pour installer ce programme, comment on va essayer de positiver la contrainte. Voilà. J'espère qu'on l'illustrera tout à l'heure dans les autres diapos. Je vais te redonner la parole après, Claire. On va vous accueillir, Laurence aussi. Donc, vous êtes directrice de la... Je ne veux pas que je me trompe. Je l'ai bien dit tout à l'heure, en plus. De la mission espace public au sein de la Direction générale des territoires de Bordeaux Métropole. Mais vous allez nous expliquer ce que vous faites et quelle est votre démarche. Et je vais passer la télécommande à votre bras droit. Merci. Bon, merci de nous accueillir, de m'accueillir, et puis donc que je puisse donc vous présenter notre démarche au sein donc de la Direction générale des territoires, puisque ma direction est une direction qui fait partie donc de cette grande entité, qui est une direction opérationnelle qui a la particularité d'investir l'ensemble de l'espace public, autant au niveau donc de la réalisation de la conception que la maintenance, que ce soit la voirie, les espaces publics, les places, tout ce qui est espace vert, tout ce qui est également propreté urbaine et tout mobilier urbain. Donc en fin de compte, on est au cœur du dispositif et nous sommes donc comme je vous disais, une direction générale qui est en relation, bien sûr, avec toutes les directions centrales de Bordeaux Métropole. Donc, c'est un vaste univers, un nombre de personnes très importantes. Et comme vous pouvez imaginer, tout le monde réfléchit. Et donc, on a une kyrielle de feuilles de route qui nous tombent sur les territoires. Les territoires, vous devez les connaître. C'est les 4 pôles territoriaux qui sont donc le pôle sud, le pôle ouest, le pôle Bordeaux et le pôle rive droite, avec des identités territoriales totalement différentes, mais avec donc une conception administrative aussi avec des chefs de projet qui vont travailler autant en externe avec des maîtres d'œuvre externes que des régies, et donc tout ce petit monde on crée la ville de demain et on essaie aussi de la gérer. Alors pour ce faire,
nous avons réalisé, donc là je vais vous présenter rapidement notre posture métropolitaine, et donc pour ce faire nous avons fait appel à un moment donné à une AMO pour nous accompagner, puisqu'on voulait un petit peu voir comment toutes ces politiques métropolitaines tombaient donc sur le giron de nos projets et comment on pouvait les intégrer. Bien sûr, il y en avait qui étaient contradictoires, voilà. Donc il y avait tous ces éléments-là qui nous posaient question. Il se trouve qu'il y avait une très grosse opération, une très grosse feuille de route qui était une métropole rafraîchissante, et donc nous avons mis en place une démarche qui s'appelle la démarche espace public à vivre, où donc les espaces publics sont au cœur de nos enjeux au niveau des territoires, où donc tous les espaces à vivre comptent et où tout ce qui est mètre carré, mètre cube compte également, puisqu'en fin de compte, on ne peut plus s'étendre comme on aurait pu le faire il y a quelques décennies. Et nous avons surtout une demande vraiment de cohabitabilité, c'est-à-dire que ces espaces publics sont faits pour tous et doivent être totalement appréhendés et gérés et conçus pour tous également. Alors, pour ce faire aussi, donc, on a proposé une vision commune de l'aménagement de nos espaces publics. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a donc listé avec l'ensemble de nos collègues de la Direction générale des territoires, mais également de représentants de direction centrale de Bordeaux Métropole, mais également des élus. On a donc travaillé sur pas mal d'ateliers techniques où, à partir donc des feuilles de route et des études, on a élaboré un référentiel qui exprime une vision commune de l'aménagement de nos espaces publics. On a également tenu compte des identités et des spécificités des territoires sans les uniformiser. On a pris également en compte tous les enjeux donc d'aménagement, de maintenance et de gestion. Et bien sûr, nous avons co-construit la démarche avec tous les partenaires de notre territoire. Pour ce faire, nous avons sollicité une AMO qui est donc l'atelier Soil avec Madeleine Masse. Et nous avons également eu comme partenaire la Urba. Donc, on a établi un document de référence qui est une grande affiche, en fin de compte, qui montre tout ce qui se passe sur nos espaces publics. Tout ça réunit, donc tous ces éléments. Sur cette affiche, il y a un élément qui manque, c'est les réseaux. Mais en principe, sur les autres affiches, les réseaux sont bien indiqués. Donc là, c'est une erreur de choix. Ensuite, donc, on a tout issu, donc on a étudié. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on avait la cohabitabilité, et donc on a créé 4 grands items. On a plutôt défini 4 grands items qui sont vraiment les éléments de base de tous nos projets. Donc, on a l'inclusivité avec tout ce qui est usage et public, la mobilité avec toutes les questions de flux, la résilience avec le climat et l'environnement, et bien sûr la durabilité avec les ressources héritées et futures, où nous parlons bien sûr, on commence à aborder la question de réemploi. La Bordeaux Métropole a signé une charte donc d'accompagnement et de réflexion sur le réemploi, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une grande machine, donc le temps que les choses se mettent en place, on est aussi en train d'expérimenter, de définir des orientations. On regarde un peu la faisabilité, le coût, les éléments. Pour ce faire, pour bien aborder nos projets d'espace public, on a réalisé un outil que l'on appelle le radar de l'espace public, où vous avez donc les 4 grands items que je vous ai présentés tout à l'heure. Vous avez également des branches qui correspondent à chaque item et qui correspondent bien sûr à nos grandes préoccupations et qui sont toujours liées aussi à nos feuilles de route. Ce radar a plusieurs cibles, donc on passe de l'état des lieux je parlerai tout à l'heure de comment on remplit ce radar. Ce radar donc peut être travaillé et analysé à partir donc de tout ce qui est
donc on part de l'état des lieux. Après, au niveau on va travailler sur le programme, et également sur l'AVP et des retours sur des post-livraison, comment l'espace public a évolué. Ce qui est intéressant, donc, c'est dont je vous ai parlé tout à l'heure des quatre items. Là, au niveau de la durabilité, où on va aborder vraiment les questions d'environnement. C'est viser la sobriété de mise en œuvre, préserver ou valoriser les ressources existantes ou potentielles, et anticiper les modalités et les besoins d'exploitation sur le long terme, qui nous paraissent donc vraiment des éléments de base pour appréhender donc toutes ces questions environnementales. Pour accompagner donc le chef de projet, qui peut être la conduite d'opération interne, mais également en associant bien sûr le maître d'œuvre interne ou externe, hein. Donc c'est appréhender donc et définir les différents thèmes. Donc là, je vous ai proposé donc la feuille de route avec les définitions de la durabilité. Vous avez deux manières d'aborder ce radar, soit avec la notion donc de co-bénéfice, quand on va passer d'une strate, par exemple, vous avez une strate herbacée donc qui est au niveau 1, vous allez pouvoir passer, si vous arrivez donc avec ce premier stade, si vous arrivez ensuite avec la strate arborée, vous partirez en 2, etc. Donc soit vous avez cette possibilité de challenger votre projet et de l'identifier avec la méthode du co-bénéfice, ou soit uniquement avec le focus, avec la notion de pourcentage. Voilà, donc là, c'est un des radars c'est simplement un radar qui a été analysé sur un projet qui existe sur la rive droite, hein, puisque c'est l'aménagement du quai de Queyris. Vous avez donc la méthode alors, vous avez en pointillé l'état des lieux, et ensuite, c'est l'analyse avec le chef de projet qui va donc challenger tout son projet suivant les items. Fort de cet élément, mon équipe qui est dans la salle avec Nicolas Auric et Caterina Orsecci, donc mon équipe va interviewer chaque chef de projet de façon à vous vérifier vraiment comment le projet a été analysé, identifié, comment on peut éventuellement l'améliorer aussi, voir aussi quels sont les éléments qui sont plus problématiques, donc de façon à ce qu'il y ait une instance pour avoir une aide à la décision. Est-ce qu'on abandonne le projet? Est-ce qu'on l'améliore? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, juste comme ça, c'est le travail qui avait été identifié d'accompagnement avec de l'AIURBA sur les identités territoriales, qui permettent aussi aux chefs de projet de bien appréhender les spécificités de chaque pôle territorial. Voilà, c'est tout. Laurence, c'est encore à vous. Je vais encore faire ma relance, par contre. Merci. Alors, on va partir sur le terrain. Sur le terrain, d'accord. Okay. Donc nous avons choisi comme nous n'avons pas encore de doctrine sur le réemploi. Par contre, on a des projets qui commencent à prendre ces notions, soit de réemploi, soit d'économie circulaire. Et donc moi, je vous ai choisi deux projets que j'aime beaucoup. Donc je le dis franchement. C'est deux projets que je trouve très, très intéressants sur leur solution d'aménagement de l'espace, sur la sobriété également, et qui amène aussi toute une poésie. Donc là, j'espère que je vais pas... J'ai le maître d'œuvre qui est dans la salle, donc j'espère que je ne donnerai... si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, je vous enverrai vers lui. Donc c'est c'est Exit Paysage, hein, qui est donc ici.
Excusez-moi, à Pusser. Voilà, je savais bien que j'allais me tromper. Pardon. Donc, c'est la cour d'école Montesquieu à Pessac, où vous avez donc il y avait un souci particulier au départ, donc de système racinaire qui venait totalement amener déjà un problème de sécurité dans la cour. Et bien sûr, on est dans une politique donc de désimperméabilisation, de végétalisation, d'apport aussi d'humaniser un peu ces espaces. Et donc le projet qui a été donc choisi avec un élément très fort, puisque c'est avec un très peu de budget, puisque il y avait une diminution du budget qui peut de 50%, puisqu'on c'était au départ toutes les cours d'école devaient être à 100 000 euros, et celui-ci de l'année d'après c'était que 50 000. Donc il a fallu avoir beaucoup d'ingéniosité pour aborder sur ce sujet, sur ce projet. Et donc l'idée c'était de simplement d'écrouter certains éléments donc de l'enrobé pour laisser vraiment le système racinaire totalement en place, et puis pour que l'infiltration puisse se faire. Et en même temps, en décroutant, ça menait tout un système d'îlots qui est poétique, et qui donne aussi des jeux aux enfants, aux élèves, de façon assez intuitive et assez intéressante aussi au niveau du long terme. L'idée aussi donc dans ce projet, c'était de ne pas refaire, de pas changer totalement le mobilier urbain, le mobilier, les bancs. Il y avait des bancs qui ont été conservés, d'autres qui ont été positionnés en complément, et donc et puis également les jeux de sportifs qui ont été conservés et qui animent aussi et qui ponctuent la cour. Le deuxième projet, là vraiment c'est Exit Paysage. Et alors là vous avez le radar donc du projet de Montesquieu, de l'école Montesquieu. Donc vous pouvez voir vraiment comment bien sûr le radar s'est mis a été donc, et comment le projet a évolué, et comment en fin de compte le système donc des cibles a pu être démontré. Ce qu'on peut voir aussi dans ce projet, bien sûr, tout ce qui était la question de la mobilité, les flux, c'était pas le cœur du programme, donc ce radar, cet outil permet aussi de ne travailler que sur une stratégie de complémentarité sur plusieurs branches, et d'autres autrement sur une stratégie d'exemplarité si on veut travailler simplement sur une branche. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est que tous les projets CODEV depuis février 2025 sont obligatoirement analysés sous la fourche codine du radar. Donc le deuxième projet avec Exit. Donc Claire, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, vous venez vraiment compléter. C'est un projet aussi que je trouve assez révélateur et qui est extrêmement intéressant sur la prise en compte donc de la notion de réemploi. Là, puisque vous aviez au départ, c'était donc c'est un projet qui rentre dans le million d'arbres avec une notion donc de végétalisation, de désimperméabilisation, de réemploi du béton scié, donc du caillou lavé, mais qui était aussi la prise en compte aussi de la sécurisation au niveau des flux, et donner une identité à ce lieu. L'école date des années 60, il me semble, à peu près. Bien sûr, vous avez le caillou lavé qui était extrêmement intégré et qui constituait le parvis. Toujours dans l'économie de projet, et puis pour rester aussi dans une approche architecturale patrimoniale, Exit Paysage a créé donc des nous pour bien sûr le recueil des eaux, pour créer également des zones de végétation, mais
en plus, a repris, n'a pas décrouté cette fois-ci, mais a découpé tout un système donc des morceaux de pavés sciés, de béton désactivé. Je cherchais le terme tout à l'heure. Et donc ensuite va travailler ceci un petit peu le découpage comme des pas japonais et qui vient complètement ponctuer ces espaces. Et le radar, donc vous avez pu voir aussi comment il s'est amélioré, hein. Comment on est parti vraiment de quelque chose de relativement concentré et comment le projet est relatif et conforme aussi aux attendus. Claire découvre son radar. Voilà. Alors là, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se fait de temps en temps en branche. Donc, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, les maîtres d'œuvre externes vont pouvoir travailler avec l'ensemble de mes collègues de façon à vraiment travailler cette question. Ce qui est aussi intéressant par rapport à la durabilité, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que la question de la maintenance et de la gestion est aussi abordée dans le radar. Ouais, merci Laurence. Ça va être le tour de Jeanne. Voilà, Jeanne qui a fait un exercice très réussi. De réussir à dire en une slide beaucoup de choses. Oui, alors... Bravo. Moi, on m'avait dit d'être économe en slide, donc j'avais une slide de présentation et j'ai 2 slides pour les projets, j'en ai mis 3, mais je vois que mes compagnes ont triché. Mais ça donne un exercice. Donc j'ai fait un exercice pour me dire comment on raconte un projet en une slide. Ah, c'est moi qui... Alors dans quel sens on passe ? Non. Donc c'est le bon sens. Est-ce que tu... Hop. Voilà. Donc j'essaie de tout mettre sur une slide, donc ça fait beaucoup de choses. Voilà. Alors en gros, là, je vous présente un autre projet de cours d'école. Donc dans le cadre des projets Amstramgrain, qui sont donc des projets lancés par le CAUE de la Charente-Maritime. Donc le principe, c'est donc de travailler sur la revégétalisation d'une cour d'école dans un budget de 50 000 €, incluant toute l'ingénierie de maîtrise d'œuvre, de bureau d'études, de bureau de contrôle, de tout ce qu'on a à mettre, plus la réalisation. Donc parfait pour du paysage tactique, il faut être innovant, il faut être... Et donc on a commencé par... la cour qu'on devait débitumer faisait 1600 mètres carrés, donc c'était un carré de bitume avec deux cages de foot avec un panneau de basket. Et donc voilà aujourd'hui l'état de ce qu'on a essayé de faire dans ces 33 000 € de travaux, du coup, puisque 50 000 € c'était tout inclus. Déjà on en a parlé, mais c'est vrai qu'on a passé un peu de temps sur un diagnostic en partant du déjà là, et donc du déjà là un peu large, les forces vives, les personnes qui allaient nous accompagner sur le projet, les services techniques qui sont partie prenante de ce projet. On n'a pas pu réaliser ça sans eux. Tout ce qu'il y avait sur place, donc on est parti aussi avec un bureau d'études spécialisé en réemploi qui s'appelle En Réemploi, avec qui on a fait donc un diagnostic ressources. On a été tout comptabilisé, effectivement les bordures, les pavés, tout ce qu'on a trouvé autour dans les services techniques, autour des lieux, autour du lieu au plus proche. On a travaillé main dans la main à construire une trame narrative aussi avec donc les enfants principaux usagers, les utilisateurs du lieu aussi. Et sur la base de ce diagnostic, on a travaillé sur la déminéralisation de la cour en racontant une histoire. Donc c'est l'école des Trois Fontaines située à Saint-Nazaire-sur-Charente, qui est située donc entre Trois Fontaines, et dont sous le sol passe une égouade, une des dernières égouades en France. Et cette égouade était destinée à amener l'eau potable jusqu'à la Charente, donc, qui est située pas très loin de l'école, afin que les bateaux construits à Rochefort puissent se charger en eau potable avant de partir explorer, conquérir les Amériques ou ce qu'on peut imaginer. Donc on a travaillé avec les enfants à cet imaginaire qu'il y avait dans le sous-sol de leur cour d'école, cet imaginaire que portait l'égouade, qu'est-ce qu'on a sous le sol, comment on prend le large aussi, le voyage. Et donc on s'est dit qu'on allait travailler de façon assez simple, donc avec peu de budget. Donc on a
tracé une forme de décroutage qui imite un peu des côtes, un chenal. Et en fait, ce qui a guidé tout ça aussi, c'est qu'on a trouvé une épave de bateau qui est devenue l'objet ludique, qui est donc là à droite. Voilà. Donc vous allez voir, j'ai mis plein de mots parce que moi aussi je me suis questionnée sur le vocabulaire, le réemploi, la réutilisation, la valorisation, etc. Donc quand j'ai pointé d'une flèche, c'est parce que j'ai trouvé du vocabulaire qui avait l'air de correspondre. Quand j'ai pas pointé en haut, c'est que je n'ai pas trouvé ce qu'on pouvait mettre dans, c'est un peu la question de la soirée, dans la terre, le bouturage qu'on a fait avec les enfants, les dons de végétaux, la récupération de 4 arbres, voilà le soin qu'on donne à tout ça. Rapidement, donc sur ce projet, on a réussi à récupérer donc cette épave. On a travaillé en participation citoyenne, donc en co-construction. Donc de manière participative, on a reconstruit. Donc c'est pas un réemploi, comme vous l'avez bien expliqué. J'avais mis le mot revalorisation, puisque c'est réutilisation, puisqu'elle ne reprend pas le large. Mais par contre, elle accueille les enfants. Donc on a récupéré un psy volant de bateau. On a donc reconstruit tout l'intérieur de l'épave avec du bois issu de palettes, donc de bois exotique. J'en parlerai un peu plus tard, mais on a une petite filière de récupération de boîtes de stockage de moteurs en bois exotique. Voilà, qui constitue l'intérieur. Ensuite, on a donc réutilisé des bancs qu'on a donc poncés. Je me retrouve un peu dans tout ce que vous avez raconté. Remis en place. On a récupéré des tours de cheminée, en fait, ici, là. Donc, ce sont ce qu'il y a autour des cheminées en chêne massif qu'on a poncé et posé pour faire un labyrinthe avec les enfants. Les grumes, bon, ça c'est typique un des premiers réemplois, je pense, dans le paysage. Donc, ce sont des arbres qui viennent du bord de mer, qui ont été délignés, coupés en grumes pour le jeu. La cabane, c'est de récupération de fer à béton qui était dans le stockage des services techniques. Le tunnel, on fait ce qu'on veut. On a évidemment repositionné les cages de foot qui avaient l'air vétustes, mais en fait un petit coup de peinture et le bureau de contrôle nous a validé qu'elles étaient tout à fait en état. On a donc récupéré des pavés qui étaient faits pour du pavage, qu'on a utilisé comme bordure, on voit. Donc j'ai mis le mot réutilisation par emploi, je ne savais pas trop. Il y avait tout un tas de bordures de trottoir qu'on a réutilisées pour structurer la butte, qu'on ne voit pas très bien, mais c'est là où il y a des arbres dessinés, parce qu'ils ne sont pas encore plantés. Il y avait un bâtiment aux morts qui a été détruit, dont les pierres étaient stockées pleines de mousse, qu'on a récupéré pour faire toutes les assises autour de la butte. Ensuite, ce que j'ai pas réussi vraiment à comptabiliser dans le réemploi, parce que notre super bureau d'études en réemploi nous a fait un très beau tableau que je vous ai pas présenté par limite de slide, mais on a récupéré 10 tonnes donc, de matériaux inertes sur ce projet. Mais quand j'ai lu son tableau, je me suis dit, quand même, on a récupéré 65 mètres cubes de terre d'un agriculteur, c'est pas comptabilisé. Ah, on a récupéré, on a fabriqué de façon participative donc, tout le broyat, qui est utilisé en sol d'amortissement dans tous les espaces ludiques, et qu'on a fait couper selon la bonne norme pour un espace ludique, qui a été fait avec une broyeuse mobile, ce qui se fait beaucoup dans beaucoup de communes, et on a fait un appel en fait comme ça aux citoyens avec la bonne coupe pour les petits broyats. Donc ça, c'est pas comptabilisé non plus. Et ensuite, on a donc grâce aux services techniques, en fait, heureusement qu'on avait les services techniques avec nous, ça ne marcherait pas sans eux, je le redis. Il y a une pépinière qui se débarrasse de tout un tas d'arbres à La Rochelle et on a pu récupérer parmi des arbres qui partaient à la déchetterie 2 arbres qui ont été chouchoutés, donc ils ne sont pas plantés aujourd'hui, sur cette photo, qui ont été chouchoutés par les services techniques, donc ils ont repris vie, donc il y a 2 arbres qui vont être replantés sur la cour, qui viennent donc de cette... qui étaient voués aux déchets, et 2 autres arbres dont la mairie trouvait que leur emplacement, ils nous ont expliqué dès le début qu'en fait dans la matière qu'on pouvait servir, ils avaient 2 arbres qui souhaitaient retirer pour tout un tas de raisons techniques, etc., qui n'étaient pas aux bons endroits, et on a demandé aux services techniques s'ils pouvaient nous les réserver, donc on verra si leur transplantation va marcher, mais on a donc 2 arbres qui viendront de là. Ensuite, on a fait un appel aux dons aux habitants. Donc, on a récupéré, donc dans notre équipe aussi, je tiens à souligner, j'avais une paysagiste jardinière, donc Marjorie Loyer, qui nous a accompagnés sur toute la dimension participative et justement le fait de garder les plants, de les chouchouter le temps du projet. Donc, on a fait un appel aux dons. Toutes ces plantes ont été récoltées par Marjorie. Et on a fait un atelier de bouturage avec toutes les plantes dans les fossés alentours avec les enfants de l'école, mis en terre et pris toujours en soin par Marjorie, qui vont être repositionnés lors d'un atelier participatif au printemps.
il y a une bonne partie qui est maintenue. On verra comment se passera la transplantation. Est-ce que j'ai tout dit? Je vous avais dit. Mais ouais, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus rien. J'ai essayé de faire quoi? Voilà. Alors là, j'ai mis un autre exemple de projet en fait où il y avait très peu de budget et l'idée c'est donc de tester. Alors c'est au sein d'un projet beaucoup plus large dont mon mandataire est ici. J'ai la pression. Donc avec Trouillot Hermel paysagiste, donc mandataire d'un quartier qui s'appelle Champinson à Nieul-sur-Mer, donc toujours dans le 17. Et il y avait un processus tactique sur lequel on a questionné les citoyens sur la future place publique. Et donc en urbanisme tactique ou paysage tactique, on a une fois que la position a été décidée en concertation, on s'est dit on va tester les usages de cette place. Donc, tout à l'heure c'était un projet durable, on va dire ce qu'on plus classique. Ici c'est vraiment un processus de paysage tactique. Et on s'est dit on va donc tester les différents usages qui étaient attendus par les citoyens pendant plusieurs années. On va installer des choses. Et de la même manière, il y avait très peu de budget, donc on a rencontré les services techniques. On s'est rendu compte que ce qu'ils avaient à disposition le plus facilement, c'était le fauchage. Donc on s'est dit, on va juste faucher un espace. Déjà, c'est déjà pas mal. Ils avaient tout un tas de pierres aussi pour le stationnement, pour limiter le stationnement, les entrées des parkings. Donc en fait, on leur a demandé s'ils pouvaient nous garder tout ce tas de pierres. Donc on a fait un magnifique champ de pierres. Voilà. Donc il sert à grimper ou pas, enfin ce qu'on veut. Mais c'était une agora à la base. Et puis en parallèle, je travaille avec un menuisier et je lui dis que je cherche du bois de réemploi et il me parle aussi beaucoup de bouche à oreille d'un stock de bois stocké sur le port de La Palisse à La Rochelle, donc du bois exotique qui est arrivé dans les années 70 et qui était en train de pourrir. Donc on est allé, on a récupéré quelques morceaux et il fallait on l'a déligné pour aller voir qu'est-ce qu'on pouvait récupérer. Et donc on s'est retrouvé avec des toutes petites sections de 4 par 8, donc 5 par 8 en moyenne. Donc on a fait différentes sections et de ces sections on s'est dit voilà, c'est notre matière première, donc comment on va dessiner le mobilier, comment on va s'en servir. On savait qu'il y avait des usages qui étaient définis par la concertation, une grande tablée, une agora, un lieu pour se rencontrer et un lieu pour observer le chantier à venir, qui est le petit ponton. Et donc on s'est servi de cette matière pour dessiner en tout cas le mobilier, la signalétique. Donc, et selon ce qu'on a réussi à déligner, on n'a pas exactement toujours les mêmes sections, mais on a composé avec. Et on voulait aussi faire écho à la mer. Donc on a cherché en fait des pieux de bouchot qui donc ont vu l'eau monter et descendre et qu'on l'a réinstallé pour être toutes les structures verticales. Ensuite, on a, de la même manière, j'ai mis ce qu'on n'avait pas pu comptabiliser, donc le fauchage, grosso modo. Et puis, quand on a créé ce qu'on a appelé des sillons plantés, il y a 3 sillons plantés d'essence qui sont comestibles, qu'on a fait avec l'école primaire. Et de ces sillons plantés, la structure, c'est aussi les pierres qui viennent du service technique. Et dans ces sillons plantés, on avait une autre paysagiste jardinière avec nous dans cette équipe qui nous a aidé à faire donc du bouturage et qui a récupéré toutes les essences en fait qui viennent. Il faut savoir qu'on est situé sur une coulée verte ou une friche où il y avait il y a un bureau d'études avec nous qui s'appelle Héliomis, pardon. Donc, j'ai la pression de Paul. Je veux dire des bêtises. Voilà, qui nous a aussi beaucoup conseillé qui avait fait tout un inventaire faune flore. Donc aussi sur ce site, la signalétique porte les choses à préserver sur le site. La signalétique qui invite à découvrir ce qu'on a souhaité préserver au sein du projet. Et les plantes comestibles qui ont été plantées sont des plantes qu'on a grosso modo trouvées dans le rapport faune flore de Héliomis. Et on a été donc les récupérer et les planter avec les élèves. Voilà. Et bien je pense que je dépasse mon temps, mais j'avais une dernière petite slide. C'était juste pour vous mettre des petites d'autres sujets de réemploi qu'on a. Donc à Ambarès-et-Lagrave, on a travaillé sur un processus de paysage tactique. On a mis en place le cercle du gars à gauche. Et là, je voulais juste vous montrer on a toujours le même stock ici, là, le bardage vertical qui vient donc du port de La Rochelle, sur lequel on n'a pas beaucoup de matière, mais voilà ce qu'on a pu récupérer. Derrière, les planches qu'on voit, en fait, ce sont des planches de dépalettisation. Donc de palettes qu'on retire les clous, etc. Et donc qui sont donc des bois exotiques naturellement
on n'a pas à savoir, à cette époque-là, on ne savait pas si c'était classe 3, classe 4. On était dans le transitoire. Et le bureau d'études avec lequel on travaille en réemploi est en train de se former pour arriver à nous donner les classes des bois ou leur résistance extérieure. Donc là, ça, c'est un super... on avance sur le sujet. Et à droite, c'est la structure de ces boîtes de transport. Donc on a fait brûler pour aussi maximiser avec la technique Yamaguchi, je le dis jamais, mais la technique des japonaises pour le brûler, pour lui donner une résistance. J'ai mis cet exemple-là aussi parce que le lettrage que vous voyez, donc ça c'est plutôt issu du recyclage, j'ai bien appris ma leçon. Le lettrage est découpé dans un matériau en fait qui est issu des déchets de la construction qui sont donc compressés. Donc c'est la laine de verre, laine de roche et des métaux qui sont compressés, qui redonnent un panneau qui resserre normalement d'isolant. Et en fait ce panneau, on s'est dit c'est un prototype ici, on s'est dit on va tester ce que ça donne de découper et peindre. Toutes les peintures viennent aussi je l'ai pas dit, de réemploi, dans la murale, etc. Là aussi. Et on s'est dit on va le découper, on va voir ce que ça donne. Donc c'est un test, est-ce qu'il résiste à l'extérieur. Bon, on s'entend que c'est du plastique compressé, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je vous dirai ça dans un an. Voilà. Merci beaucoup, désolé pour le timing. J'ai dépassé. Désolée. À toi Claire, mais si tu peux du coup nous parler de tes projets et de montrer tes réalisations. Et on a pris un peu de retard, je vais te faire je vais aller très vite et on pourra revenir sur les slides. J'ai mis qu'une slide sur la Marianne, merci beaucoup Laurence. On est très honorés de servir de référence et de test à vos très rigolos diagrammes en étoiles. Juste pour rappeler l'histoire, en fait de la Marianne, en fait on est d'abord invité à venir dans le cadre effectivement du programme 1 million d'arbres et de végétalisation à planter un alignement pour apporter de l'ombre à cette école. Voilà. Et en fait voilà, on parlait du diagnostic, du fondamental, etc. C'est que peut-être qu'il y a 20 ans, on aurait dit ah oui vous voulez un alignement d'arbres, donc c'est la coupe qui est en haut. Oui, il se trouve qu'il y a un réseau de gaz qui passe en dessous. Bon, on va le dévoyer. Donc, pour le dévoyer, on va casser la voie qui est à côté, etc., etc. Et on leur a dit, bon, alors, soit on fait ça, soit on ne touche pas au réseau, on garde l'argent du dévoiement du réseau, plus de tout ce qui va avec, de démolition, de tranchées, etc., etc. Et on fait un trou là où c'est possible de le faire, là où on a du sol disponible. Et là, ils nous ont dit, ah bah oui, mais alors, du coup, va falloir faire refaire tout le grand parvis, et là, on n'a pas les moyens, on n'est pas là, machin, tout ça. Et on a dit, bah non, on n'est pas obligé. On adore le béton désactivé des années 60. On le garde, on le refait que là où c'est nécessaire. Voilà, donc je ne refais pas l'histoire. Alors ça donne cette image, c'est un peu bizarre quand même. Ça donne un rendu un petit peu bizarre. Aujourd'hui, la différence entre les deux bétons ne se voit pas et effectivement, il y a ce recyclage. Voilà. Mais je veux dire, il y a effectivement le réemploi, enfin, encore une fois, la prévention, ce que tu disais, la prévention, avec on garde le maximum de choses qui sont en place, on évite de dévoyer les réseaux, etc. Et puis, il y a le recyclage de ce sol. Et puis, faut accepter. Voilà. Alors, pourquoi ça marche ? C'est quand même vraiment très important de le dire. Pourquoi ça marche de faire quelque chose comme ça ? C'est que on est dans une mairie. Brigitte Terraza, quand on lui raconte ça, elle y va à fond, machin. Voilà. Il faut quand même un sacré alignement de planète pour arriver à ça. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et un sacré alignement de planète, c'est hyper important. Je vais aller plus vite, je vous promets. Ah non, je suis en train de revenir en arrière. Lormont, alors là j'en parle parce que c'est important, parce que ça c'est des projets plus récents où on a commencé à s'associer en co-traitance avec notamment NeoEco. Enfin voilà, des bureaux d'études qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la démarche et notamment dans la question des ressources. Lormont, donc c'est les espaces publics du PRU. Ça, c'est un petit morceau du projet des espaces publics du PRU de Lormont-Carrier. Et ces images, donc c'est des images tout à fait classiques. On aménage un petit chemin, voilà, avec des petits gabions, un petit chemin, des petites bordures, etc., etc. Et en fait, quasiment tous les éléments sont soit
du recyclage, soit du réemploi, soit de l'emploi des coproduits, etc., etc. Je vais aller vite. Mais pardon, je suis désolée, décidément, je suis à l'envers. Voilà. Et on parlait de la question des ressources. Vous aviez une slide, je crois, à Laurence aussi là-dessus. En fait, on montre comment on va essayer de pousser vraiment le curseur le plus loin possible. Et ce qu'on commence par faire, donc ça, ce sont des images de référence où on leur montre des images en fait qui fabriquent une esthétique de projet vraiment particulière. Il y a 15 ans, cette esthétique, ou il y a 20 ans, elle était un petit peu compliquée à vendre, hein, comme le rendu de notre parvis d'école, là, avec des patchs de trucs de sol, pas super qualitatifs, qui ne matchent pas très bien ensemble, qui dessinent des calpinages qui ressemblent à rien. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus facile, évidemment, de faire accepter. C'est même très attendu. Et là, à côté, là, ce sont les photos, en fait, de tout l'inventaire qu'on a pu faire dans les ST. Et en fait, à Bordeaux Métropole, il y a quand même une ressource incroyable, puisque Bordeaux Métropole nous demande à chaque fois de laisser 10% ou 5% des bordures qu'on met dans un projet. Au cas où elles casseraient, il faudrait les remplacer. Et ça, c'est depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Et donc, on se retrouve dans le ST à retrouver des bordures qui sont enfouies sous de la végétation et tout ça, qui sont des bordures de granit monstrueuses, celles du tramway, qui font 80 cm par 80 cm, etc. Alors, on a fait l'exercice parce que ça faisait partie du jeu, mais ce qui serait formidable, c'est d'avoir un inventaire et une accessibilité à cet inventaire et de la façon dont il est utilisé, parce que là, on était avec notre maître pendant des jours et des jours à aller cutcher sous le lison chacun des petits morceaux, etc., etc. Et en plus, après, comme tu disais, il faut réussir à prouver que ces matériaux, ils vont répondre à l'emploi qu'on va leur désigner et à toutes les normes auxquelles... voilà. Et après, on fait notre travail classique. Donc, on a cette matière et on développe le projet, mais en montrant comment on va pouvoir, en fonction de la disponibilité des formats des matériaux qu'on a déjà relevés, parce qu'on n'est même pas sûr que 3 ans plus tard, quand on va lancer le marché, ce sera toujours là. Parce qu'il y en aura d'autres qui nous ont peut-être piqué nos... Hein, voilà. Donc, on est obligé de dire, bon, ben voilà, on dessine un projet, mais attention, ce sera peut-être ça, ou alors ce sera peut-être ça, mais c'est pas très grave. La géométrie, en gros, est révélée. Et puis, on pousse le curseur encore très loin. Ça, c'est une planche d'essai qui est faite pour faire un nouveau stabilisé avec du béton de démolition concassé, qui donc est transformé en gros en sable 0,6, je suis peut-être pas aussi technique que toi, et qui nous permet de fabriquer un stabilisé comme on le fait classiquement. Voilà, donc ça c'est de l'utilisation de l'écoproduit. Et on fait en fait des planches d'essai. Alors là, vous voyez, c'est des tests, parce qu'il y a aussi tout un travail d'urbanisme transitoire qu'on fait avec le cabanon vertical. Le cabanon vertical, donc, qui travaille comme toi, et c'est que des matériaux pareil de réemploi qui servent à fabriquer en fait ces petits kiosques là de préfiguration du projet définitif. Et nous, on profite en fait de ces interventions pour faire des planches d'essai de stabilisés, donc de fameux stabilisés de béton, ou de calpinage avec les différents blocs, voilà, les bordures du tramway qui se retrouvent là, qui servent de socle du cabanon vertical, pardon, je vais pas y arriver décidément. Et puis je vous parle du Grand Parc, parce que alors là c'est beaucoup plus ancien, c'est en 2018, et quand je vous parlais, voilà, c'est un joli document de paysagiste. Souvent on nous demande de faire des jolies perspectives, mais nous on aime bien faire ça. Ça c'est le plan de la cartographie en fait du sol de Grand Parc, avec toutes les contraintes qu'il a de pollution, d'arbres existants qui occupent les sols, de réseaux et tout ça. Donc on fait une classification comme ça, et ensuite on développe une méthode. Quand on travaille sur le Grand Parc, pardon, on a 11 hectares et on a 11 hectares avec un EQRS qui nous dit, donc vous savez les diacs de pollution et les préconisations, qui nous dit en gros, vous ne pouvez rien faire. Ni une prairie pour que les enfants aillent jouer, ni des aires de jeu, ni rien du tout. On est hyper pollué, sont les déblais de l'excavation de Bordeaux-Lac. On est hyper pollué, on peut rien faire. On nous demande, on a un programme d'agriculture urbaine, on peut pas le faire, etc. Et donc, on commence par travailler pendant très longtemps sur tout le diagnostic en fait de ce sol.
et sur toute une stratégie avec des dalles, point par point, en fonction des différentes complexités. On vient soit décaisser, soit retourner. En fait, on fait des galettes, on va rechercher les terres qui sont intéressantes, qui ont été enfouies. On enfouit les sols pollués, voilà, pour éviter de sortir de la terre, de ramener de la terre inerte. Enfin, voilà, c'est un travail très fin qui nous permet de largement optimiser ces mouvements de sol. Voilà, je passe, toujours pas, je passe plus rapidement. Voilà, le travail avec les arbres existants, etc. Et puis, je finis là-dessus en disant que ça fabrique quand même aussi un paysage singulier finalement. Encore une fois, c'est les contraintes positivées, elles nous forcent à fabriquer un projet. Donc on voit les buts, un peu coupé, mais on voit les buts de terre qu'on a fabriqués. Avec ce processus de gestion de sol qu'on n'aurait pas pu imaginer si on ne s'était pas donné en fait un objectif de sortir le moins de terre possible et en rapporter le moins possible malgré la contrainte. Et je vous parle pas de ça. Vous avez qu'à poser des questions. Merci Claire, la belle transition. Le teaser. Est-ce que tu veux ouvrir avec une question, Boris, ou est-ce qu'on se tourne vers vous pour que vous leviez la main ? Je pense qu'on va ouvrir la question, oui. Il y a des questions dans la salle. Je suis sûre qu'il y en a plein. Autant que ça ? Ah, tu vas ? Merci. Merci à toutes pour ces présentations de qualité. Je ne sais pas si je viens de présenter ou pas. Salma Almrani, bureau d'études Altostep. J'ai une question pour Jeanne sur le projet qui fait rêver, pas loin de La Rochelle. La durée, ça a pris combien ? Enfin, c'est toujours en cours de ce que je comprends par rapport aux plantations. Du coup, ça a pris combien de temps entre le lancement, les ateliers, le chantier, tout ça ? Alors, le projet de cours d'école, oui. Parce que j'ai présenté deux projets. Oui. Le projet de cours d'école, on a démarré, je pense, le diagnostic en novembre 2024. Ensuite, on a travaillé fort le chantier avec la participation sur le mois de juillet et le mois d'août, avec une série d'ateliers. Je n'ai pas dit, mais toute la pose de bordure s'est faite en participation avec un mortier à la chaux aussi. On a évité le béton. Donc on a fait ça avec les parents d'élèves pendant l'été. On a co-construit le bateau pendant l'été aussi. Enfin, le découtage se fait pendant l'été. Et en gros, ça s'est arrêté avec la rentrée. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est les arbres et la plantation. Donc on va dire que jusqu'à l'ouverture, on a l'image que vous avez vue. On a fait la murale, j'ai pas dit, avec les enfants aussi, et la peinture de sol avec les enfants. Il y a un jeu de sol qui reprend les courants marins. On a finalisé grosso modo le bureau de contrôle qui a validé tous les espaces ludiques, a pu valider le tout dans les premières semaines de septembre. Il y avait cette attente de son passage, je pense que tu connais. Je ne sais plus si c'était toi qui me l'avais référé, Monsieur Morel, voilà, qui n'était pas disponible en août, mais il devait passer fin août pour l'ouverture. Donc là, effectivement, le bateau est resté fermé jusqu'à son passage fin septembre ou début octobre. Le bateau, c'est vraiment la structure ludique, donc a pu ouvrir. Et aujourd'hui, les plantations n'ont pas eu lieu, notamment avec... c'est très lié à la pression électorale. Voilà, donc je n'ai pas de raison exacte, mais normalement, les plantations auraient dû avoir lieu aux vacances de la Toussaint, juste avant avec l'école. Et les arbres pendant les vacances. À ce stade, il y a une certaine forme, encore d'inconnu de finalisation. Mais bon, ça c'est pas, pour le coup là on n'a pas tellement les raisons. Mais ça donne un calendrier très proche des cours buissonnières quand même. C'est ça la question. Bonjour, donc je suis Sébastien Armaillac, Bernard Paysage Environnement et Somopa. Donc Madame Nobel, je voulais vous poser une question parce que je connais très bien vos stocks de matériaux que vous avez sur Bordeaux notamment. Et moi, ce qui m'intéressait juste de savoir, c'était si vous commenciez une cartographie ou au moins un repérage de tout ce que vous aviez, parce que vous avez des richesses incroyables. La question piège. Hein. Alors,
c'est vrai que nous avons des sacrées richesses. Ça, je vais pas vous dire le contraire. C'est pas ma direction qui gère cette question à l'heure d'aujourd'hui. Nous, on a ouvert quand même depuis avec le GPV, puis avec NeoEco et tout, nous sommes quand même tous autour de webinaires où on sensibilise l'ensemble de nos collègues sur ces questions de réemploi. Et donc, automatiquement, les bases commencent à être... Il y a toute une communication et puis une prise en compte qui se fait. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que le stockage d'éléments que nous avons nous servent essentiellement en régie. Et ça se fait un petit peu au coup par coup. Voilà. C'est essentiellement du pavage, que bon, je ne vous ai pas montré la photo, mais c'est vrai que c'est surtout les ST qui vont travailler sur le pavage. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose qui se fera plus tard. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas encore devin là-dessus. Mais bon, je suis d'accord avec vous. C'est un véritable... ça veut dire aussi que si on veut bien le mettre en œuvre, ça veut dire qu'il y a toute une logistique, il y a toute une traçabilité, il y a tout un suivi. Et à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des évolutions un peu budgétaires et financières, on n'est peut-être pas dans une mouvance qui va permettre ce genre de choses. Je ne peux pas vous dire. Voilà. À côté de Bruges, on peut vous les vendre pas cher. On a des alors, Excel. Claire, nous l'avions peut-être déjà. Mon équipe l'avait fait, oui. On a très bien travaillé avec les ST ils ont eux-mêmes été répertoriés. Mais et tout ça. Oui. Et c'est vrai que l'outil du tableau qui nous dit... Parce qu'en fait, une fois qu'on a répertorié, il faudrait aussi le réserver. Absolument, c'est tout un... Vraiment, voilà. tout un Alors, processus à mettre en place. Pour clôturer ce point, notre direction va on fait un test sur le mobilier urbain, les arceaux, que l'on peut récupérer d'un chantier à un autre. Donc on va essayer de créer un tableau SharePoint pour voir un petit peu comment si nos chefs de projet peuvent alimenter comme un bon coin en fin de compte, de façon à pouvoir le récupérer sur un autre chantier. C'est de l'expérimentation, peut-être qu'on fera un rendez-vous dans un an et je vous dirai comment ça fonctionne. Voilà. J'ai une question pour Aurélie, du coup. Comme vous travaillez au niveau national, est-ce que tu connais d'autres territoires ou d'autres modes d'organisation justement qui se structurent autour de ça et qui peuvent être inspirantes ? C'est une problématique assez commune. C'est souvent le cas en fait. C'est ces petits trésors cachés un peu partout, aux connaissances uniquement des services techniques des villes. Oui, alors sans beaucoup de surprises, il y a l'Île-de-France avec Pleine Commune qui est effectivement assez avancée là-dessus et pour lequel on fait ce travail pour le coup de recensement et notamment sur le mobilier urbain aussi, mais pas que. Après l'ampleur du territoire et la complexité aussi de la gestion interne, de qui a les connaissances, de qui suit la traçabilité, etc. C'est un très très gros chantier, donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais effectivement il faut commencer par là, c'est créer ces répertoires. Alors c'est le bureau d'études, j'ai eu la chance de voir 2 ST, donc c'est vrai que sur la métropole, mais c'est énorme en fait tout ce qu'il y a. C'est énorme. Et on parle de matériaux de réemploi, il faut savoir qu'il y a des stocks de neuf aussi. Voilà. Donc ça prend du temps. Oui. Vas-y Paul. Bonsoir, Paul Troyot, paysagiste, Fédération française du paysage. Merci mesdames pour cette très belle présentation de projets divers qui montrent qu'en paysage on peut faire de très belles choses en réemploi, réutilisation. Moi je constate dans mon métier, dans ma profession comme vous, quand même un frein majeur sur la normalisation, la question des bureaux de contrôle. Est-ce que ça, dans vos pratiques, vous avez pu réussir à contourner la chose? Parce que ça a tellement bloqué des situations, c'est parfois un peu honteux. On constate aussi, problème d'assurance, ça la Fédération de France du paysage au niveau national a essayé d'aller vraiment vers les compagnies d'assurance pour qu'elles intègrent cette chose-là. Il faut aussi faire évoluer les DTU, c'est un sujet encore plus vaste, mais ça on y travaille au niveau national. Mais dans vos pratiques, est-ce qu'il y a eu cette question-là, vous avez réussi à contourner la norme ou à amadouer le bureau de contrôle? Et puis j'ai une question pour Jeanne.
après la deuxième vie dans tes projets d'urbanisme tactique, est-ce que tu as déjà pu avoir une troisième vie des matériaux? Parce que souvent, il reste 2-3 ans. Est-ce qu'après coup, tu encore arrives à re-remployer? Alors après, je vais laisser le micro à mes collègues pour la question de la norme. Alors nous, dans le paysage tactique, ce qui était assez facile, parce que ça se rigidifie de plus en plus, c'était qu'on arrivait à contourner la norme en disant bon, c'est transitoire, on passe sous les radars. Maintenant, on nous demande de ne plus passer sous les radars, très clairement. Donc, se posent les mêmes freins que tu viens de dire. Et pour l'école que j'ai présentée, en fait, on a décidé d'inclure le bureau de contrôle, notamment sur les espaces ludiques où on met les services techniques, donc autoconstruction par la mairie, participation citoyenne et réemploi, où on savait que ça allait être très difficile de pouvoir ouvrir des espaces ludiques. Et en fait, on a travaillé avec lui dès le début pour pouvoir... on a travaillé avec lui. C'était pas la première fois qu'il était dans des projets un peu particuliers, notamment sur la participation, parce que la question de l'assurabilité, c'est une vraie question. Je pense que je prends des risques, honnêtement. Je pense que je prends beaucoup de risques, j'en suis quasiment sûre. Mais en gros, le bureau de contrôle, je pense que c'est la clé de les avoir dès le début et de l'avoir à la fin, parce que même lui, entre ce qu'il nous disait au début, quand on avançait, lui-même s'auto-contredisait en mettant lui-même des freins qu'il ne souhaitait pas nous mettre. Et il y a eu beaucoup. On l'a parlé tu en as parlé d'énergie, que ce soit mis en œuvre pour chercher les matériaux, pour rechercher, pour faire passer, pour échanger avec lui. Le bateau, je ne vous ai pas passé, mais le bateau, on a dû refaire je ne sais pas combien de fois. Il a validé tout un tas de choses, puis finalement, il est revenu en arrière parce que lui-même prend des risques. Les échardes, le bois, etc. On a dû revenir. Le volant devait tourner, mais finalement, on ne le fait pas tourner parce que c'est trop limite au niveau d'un bras cassé. Voilà, les cordages. Est-ce qu'un enfant peut s'étrangler avec une corde de bateau? Voilà. Donc, mais on y est arrivé. Et le bateau, sur des petits détails, a dû évoluer quand même beaucoup sur des petits détails. Ça demande vraiment de l'énergie qui aujourd'hui n'est pas rémunérée, pour être clair. Ta deuxième question, c'était... Ah, la troisième vie. Merci. Alors, je pense que ça rejoint la thématique de la soirée, c'est-à-dire c'est la mise en réseau. Parce que nous-mêmes, on essaie de récupérer. Et la question, je n'y ai pas encore été confrontée, parce que ça fait que 4-5 ans que je suis sur le territoire français, et que finalement, tu es témoin, mes projets en paysage tactique qui s'étaient là que pour quelques mois, 1 an ou 2 ans, sont toujours en place, que ce soit à Nieul-sur-Mer, que ce soit à Ambarès-et-Lagrave. Et ça va un peu dans le sens de ce que moi j'imagine être le paysage tactique, c'est-à-dire que peut-être que si le travail du paysagiste c'est de penser le vivant, le sol, etc., peut-être que tout ce qui est mobilier peut être adaptable, bougeable. Et c'est une des questions qu'on se pose par exemple sur les allées de Tourny, où on vient de positionner des bancs qui sont issus d'un chêne qui vient du Médoc, qui a été frappé par la foudre et qui a été donc réutilisé pour faire les bancs sur Tourny. C'est des bancs qui sont d'une bonne qualité et c'est la question qu'on pose à Bordeaux Métropole. On souhaiterait, ils ne seront probablement pas réinstallés dans le projet durable, mais c'est des bancs qui ont une facture qui doivent, pour nous, on le porte, c'est-à-dire qui doivent être réinstallés, réutilisés. Ce serait dommage qu'ils soient démontés, mais si c'est le cas, et on en a parlé ensemble, nous, le bois qui est utilisé sur Champinson, c'est du bois exotique qui peut être démonté, réutilisé, et ça repose la question de la filière et du réseau qu'on doit mettre en place en fait. Et je serais contente qu'il y ait une troisième vie de tout, que ce soit de la matière ou de l'objet en tant que tel. Nous, on ne contourne pas, par exemple, quand on fait se stabiliser, ce dont je n'ai pas parlé non plus, qui est hyper intéressant. Alors bon, il y avait des images. On fait sur le petit chemin porté, donc où il y a des garde-corps. C'est des garde-corps qui sont les garde-corps issus de la démolition de Domo France. Voilà. Et ça, pourquoi on arrive à déjà identifier la ressource, la stocker, faire en sorte qu'elle puisse effectivement être utilisée comme un garde-corps de chemin porté, etc. Alors qu'en fait elle est plombée, elle est rouillée, etc. C'est parce que justement dans cette mission, on a été identifié l'intervention d'un bureau d'études spécialisé, donc en l'occurrence ici Néo-Éco,
on fait le même travail sur les berges. Et en fait, c'est pas dans nos honoraires de maîtrise d'œuvre. C'est vraiment des missions d'expertise spécifiques. Et donc, par exemple, le garde-corps d'Homo France, effectivement, il y a tout le travail de resourcing. Ensuite, on définit un cahier des charges ensemble. Donc, nous, on dessine le garde-corps et la façon dont il va être recyclé, avec une réemployé avec une petite main courante en bois, etc. Et on fait faire un prototype. Donc, NeoEco prend en charge, alors en l'occurrence avec Metamo, donc on fait faire un prototype, on le récupère. En fait, il est plombé, machin, bon, l'enfer. Mais c'est parce que ici, c'est rémunéré, la mission est identifiée au démarrage et ce n'est pas un effort de notre rémunération, de maîtrise d'œuvre. Sinon, ce n'est pas possible de le mener à cette échelle-là, d'arriver à mettre en place un écoproduit qui a jamais été mis en place, qui de fait n'a aucune fiche technique, ne répond à machin. Il faut faire cette planche d'essai, il faut la faire tester pour assurer que ça répond aux mêmes exigences que si on mettait en place un stabilisé classique, qu'on va pouvoir poser ce garde-corps, etc., etc. Ça, c'est un vrai processus très très long, etc. Et ça ne marche que si on est payé pour ça. Donc si on veut faire de l'économie circulaire, la première chose, c'est quand même de réfléchir aux contrats de maîtrise d'œuvre qui régissent notre aménagement. La loi MOP, c'est l'anti-économie circulaire, puisque plus on est économe, moins on gagne d'argent. Alors que ça nous demande énormément d'énergie, au contraire, d'être justement inventif, innovant, créatif, etc. Donc voilà. Bonjour, merci pour vos interventions, notamment merci Paul pour la question du bureau de contrôle qui me turlupinait. Je vais dans le sens de ce qu'a expliqué Claire sur le fait que c'était une mission bien à part entière, tout ça, je comprends très bien le point de vue. Pour aller un peu plus loin, quand on a besoin de mettre en place une réutilisation, qu'on se retrouve avec une matière première sur le terrain, disons, je prends un exemple simple, un arbre qui tombe, pourquoi pas le transformer en banc. Comment vous arrivez à traduire ça? Là, c'est un exemple très simple, mais néanmoins, quand on a un petit peu de réutilisation qui est un peu planquée sous les liserons, comme vous le dites tout à l'heure, comment on décrit ça pour une entreprise, pour pas que ça parte complètement en live en termes de fric, pour qu'elle comprenne ce qu'on a vraiment dans la tête, en termes de fric, en termes de design, tous ces éléments-là, comment on arrive à les contrôler de la meilleure manière possible? Merci. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. On est en plein dedans, voilà. Donc, mais c'est pour ça que je parlais d'alignement des planètes. C'est-à-dire que la première consultation qu'on lance, elle n'est pas bonne. Donc on veut bien que notre maître d'ouvrage soit dans le jeu et ne nous dise pas « Ok, pénalité, tout est infructueux, vous êtes planté ». Voilà, il faut quand même que tout le monde joue le jeu. On essaye d'évaluer le plus possible, on décompose les prix en transport. Voilà, au lieu de mettre fourniture et pause et tout, on décompose les prix pour être le plus précis possible. Mais non, ça c'est vraiment quelque chose qui est compliqué puisqu'on n'a pas forcément de référence. C'est là où le travail aussi, justement, par exemple, sur du réemploi, comme on peut le faire à Lormont, donc pour récupérer ces fameux garde-corps, on identifie une zone où elles sont stockées. On a toute la prescription en fait qui est relative à la remise en état pour être remise en conformité, voilà, donc qui est détaillée, qui est chiffrée. Enfin voilà, il faut vraiment détailler tout ça. Les ST, par exemple, il y a eu un travail par exemple avec les ST, on récupère un grand nombre en fait de matériaux de sol modulaires et donc on s'est mis d'accord pour que ils soient reconditionnés parce que là on peut juste pas aller les chercher, ils étaient sur palettes, les palettes sont pourries, etc. Donc la métropole et les ST vont prendre en charge le reconditionnement en palette et la mise à disposition sur des plateformes accessibles, etc. Et donc on décrit ça, on dit voilà, il faut prévoir d'aller chercher des palettes à tel endroit, ça fait tant de kilomètres. Et on essaye d'être... voilà, mais ça aussi, c'est un énorme travail par rapport, évidemment, à agir classiquement en allant acheter ses pavés chez je ne sais pas qui, voilà, je ne vais pas le dire. Oui, c'était juste pour rebondir. Donc, Sandy Diaz, paysagiste et architecte, mais surtout paysagiste.
Et je voulais juste rebondir sur la complexité aussi que peut revêtir le fait de recycler des sols. Et ça pose la question en réalité de l'espace dont on dispose pour pouvoir stocker en provisoire un sol qu'on vient terrasser, qu'on met en stand-by, dans lequel on va ensuite, et donc de trier parfois, d'avoir à trier parfois les différentes typologies de sols qu'on rencontre, du coup, et qui vont être plus ou moins disponibles pour tel ou tel futur aménagement. Et donc ça, c'est une vraie complexité, en fait. Donc ça fonctionne quand on a un très grand territoire, mais quand on a un petit territoire, là, ça commence à être un peu la difficulté, en fait, ou la limite du système. Et donc, il faut trouver où pouvoir stocker en provisoire, toujours rester dans cette idée donc de minimiser les coûts, y compris pour l'entreprise, comme justement le faisait remarquer. Enfin voilà, cette question d'économie circulaire, donc pas avoir des trajets trop longs. Et ça, c'est vrai que ça peut être un frein, en fait. Et donc, il faut vraiment pouvoir avoir la chance de bénéficier d'un foncier disponible, le temps des travaux, en anticipation ou a posteriori. Enfin voilà, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Et ça, c'est un vrai sujet qui conditionne en fait parfois malheureusement la faisabilité en fait.